Mesdemoiselles, Messieurs, nous en étions à un petit D sur le contrôle de la surface de plancher des constructions, l'emprise au sol, la chaune et la chobe. Un titre un petit peu long, petit D, la surface de plancher des constructions, l'emprise au sol, la chaune et la chobe. Toute la question autour de ces points concerne la notion de surface de plancher, c'est-à-dire combien est-ce qu'on a le droit de construire globalement, combien de mètres carrés il y a dans les constructions. Ces différentes notions, cette idée de combien de mètres carrés peut-on construire, a fait l'objet de différents types de calculs. On distinguait auparavant la chaune et la chobe, surface hors œuvre nette et surface hors œuvre brute, et aujourd'hui, on utilise le terme de surface de plancher des constructions, ou SPC, même si l'acronyme est assez peu utilisé. On verra aussi que pour doubler la surface de plancher elle-même, dans les autorisations, on parle d'emprise au sol. Il nous faut un petit peu expliquer ces notions que l'on va retrouver à de nombreuses reprises dans les PLU. Alors, d'abord, un premier point sur, que je ne numérote pas, mais sur les anciens modes de calcul, et notamment la distinction entre la chaune et la chobe. Je pourrais laisser tomber, je ne vais pas vous en parler longtemps. Juste pour vous dire que jusqu'au 1er mars 2012, le calcul des surfaces constructibles se fondait sur les notions de chaune et de chobe. Surface hors œuvre nette, surface hors œuvre brute. Ces deux distinctions se faisaient en fonction de choses que l'on comptait ou que l'on ne comptait pas. Et dans le code, tantôt certains calculs devaient se faire en chaune, tantôt en chobe. Cela ne facilitait pas la lecture des choses, d'autant qu'en réalité, il y avait une quinzaine de façons de nommer ces deux types de surfaces. Auparavant, les ingénieurs qui écrivaient le code de l'urbanisme n'étaient pas très rigoureux sur le plan juridique. L'idée de la chaune, d'abord, représente, comme son nom l'indique, surface hors œuvre nette, l'ensemble des surfaces de plancher en déduisant, grosso modo, ceux qui n'étaient pas des pièces à vivre. La chaune, c'est grosso modo les pièces à vivre. Alors, cela se distinguait de la surface hors œuvre brute, qui était plus large et qui, elle, contenait presque toute la surface de plancher. Il ne fallait qu'enlever les terrasses, les vides, les trémies d'escalier ou les pylônes. Vous voyez, on prenait presque toute la surface de l'immeuble, ça faisait la chobe, chobe, surface hors œuvre brute, et lorsqu'on enlevait tout ce qui concernait les choses qui n'étaient pas des surfaces de vie, on tombait sur la chaune. Je ne vous fais pas le calcul, c'était long auparavant, ça n'est pas la peine de s'y étendre maintenant. Autre élément qui pourtant lui est important, c'est que ces surfaces étaient calculées à partir du périmètre extérieur du bâtiment. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on calculait à l'extérieur des murs. On prenait les murs extérieurs et là on calculait les chaunes et les chobes. Vous comprenez que l'épaisseur du mur pouvait faire diminuer le vrai nombre de mètres carrés à l'intérieur. Voilà pourquoi ça a été changé. Ça a notamment été changé grâce, en 2012, 1er mars 2012, à la mise en place de la surface de plancher des constructions. La surface de plancher des constructions avait un but principal de simplification, puisqu'elle permettait d'unifier les surfaces de plancher. Plus de chaune, plus de chobe, on était censé avoir qu'un type de surface, cette fameuse surface de plancher des constructions. Cette notion, c'est celle qui est en vigueur aujourd'hui, et on va la retrouver à l'article L111-14 du Code de l'urbanisme. L111-14 qui dispose que la surface de plancher de construction, je cite, s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Plusieurs éléments dans la définition sur lesquels il faut s'appesantir. D'abord, la première nouveauté par rapport à avant est le changement de base de calcul. On passe de l'extérieur des murs du bâtiment à l'intérieur des murs du bâtiment. L'article L111-14 nous dit calculer à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Donc on va prendre la surface telle qu'elle est à l'intérieur. Pourquoi cela? Eh bien, le but de
du législateur en 2012 était de permettre une bonne isolation des bâtiments. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un des gros enjeux du droit de l'urbanisme et du droit de l'environnement. Si on veut économiser plusieurs réacteurs nucléaires, eh bien, il faut euh, que nous isolions bien nos fenêtres. Pour cela, on va devoir agrandir, mettre des isolants le long des murs. Et donc pour permettre ces isolations, le droit de l'urbanisme a dit qu'on allait calculer la vraie surface à l'intérieur des murs et non pas à l'extérieur, ce qui poussait pour vendre plus de mètres carrés les promoteurs à faire des murs plus fins. Deuxième élément, les cloisons et les murs intérieurs ne sont pas comptés. C'est-à-dire qu'on compte comme s'il n'y avait aucune cloison. Alors évidemment, ça diminue un peu l'espace de vie à l'intérieur de la maison. Si vous calculez la surface en réel, mais que vous enlevez toutes les cloisons, vous vous rendez compte que chaque petite cloison de 10 cm, 7 cm de large peut faire pas mal de mètres carrés dans une maison. Donc on va malgré tout estimer que le droit de l'urbanisme ne va pas s'embarrasser de comment sont distinguées les pièces à l'intérieur de la maison. Est-ce que ce sont des énormes pièces type loft ou est-ce qu'on va avoir plein de petites pièces qui n'est plus tellement à la mode? Eh bien le droit de l'urbanisme ne va pas du tout s'en occuper. Il va se contenter de dire je vois la surface à l'intérieur des murs. L'autre référence existait auparavant et depuis à peu près depuis très très longtemps. On a une référence au 1,80 m de haut. L'idée assez simple, c'est que au-dessus d'1,80 m, on peut y vivre. En dessous d'1,80 m, eh bien, ce ne sont pas des pièces à vivre. Vous voyez, ça représente ça à peu près. Moi, je fais un peu moins d'1,80 m. Eh bien, ça fait des bâtiments dans lesquels ce serait trop angoissant. Alors, vous me direz, on peut faire des chambres d'enfants en dessous d'1,80 m, etc. Pour considérer que ce sont des véritables pièces à vivre, on va compter 1,80 m, et puis c'est depuis toujours comme ça. Donc, continuons sur cette hauteur d'1,80 m. On va d'ailleurs avoir ce type de calcul aussi dans les fameuses surfaces carraises du droit de la construction. On va considérer que les mètres carrés carraises, celles des pièces à vivre, se comptent en se référant à une hauteur de plafond d'1,80 m. Autre ajout de cette définition, autre élément important de cette définition, c'est le fait qu'on ne prenne en compte que les surfaces closes et couvertes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie par exemple que les surfaces qui ne sont que couvertes ne sont pas comptabilisées. Alors quand vous savez, des terrasses couvertes, eh bien la terrasse couverte ne compte pas. Donc si vous voulez avoir une maison plus grande que ce qu'il y paraît, eh bien en faisant une terrasse couverte, ça ne rentre pas dans votre éventuelle limite de droit à la construction. Il faut l'avoir en tête. Ces premiers éléments de l'article L111-14 ne se suffisent pas pour calculer toutes les surfaces de plancher. En réalité, le code a d'autres dispositions pour cela dans les articles réglementaires. Et on va trouver la précision de ce qu'est exactement point par point la surface de plancher des constructions aux articles R111-21 et 22 du Code de l'urbanisme. Ces articles R111-21 et 22 du Code de l'urbanisme vont indiquer d'autres surfaces qu'il faut déduire des mètres carrés pour tomber sur notre surface de plancher des constructions officielle. Ainsi en est-il des surfaces qui correspondent à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur. Vous savez, pour être très concret, lorsqu'on a une fenêtre, parfois, le mur, s'il est important, la fenêtre, eh bien, ça fait au sol un emplacement où eh bien, on peut être devant sa fenêtre, mais entouré du mur, en réalité. Eh bien, le droit de l'urbanisme ne va pas du tout regarder ces choses-là. Par exemple, pour regarder la surface sol, on ne va pas compter le petit dégagement devant la fenêtre. On va considérer la maison comme si elle n'avait pas de fenêtre de petit dégagement devant. Voilà. Donc là, vous comprenez que si on enlève de la surface de plancher de construction tous ces espèces d'espaces devant les fenêtres et les portes, eh bien on va en fait pouvoir construire beaucoup plus en enlevant ces petits espaces. Autres espaces qui ne sont pas compris dans la surface de plancher des constructions, ce sont les vides et trémies pour les escaliers ou ascenseurs. Si vous avez un vide d'ascenseur, évidemment, il y a une surface, c'est celle de l'ascenseur ou c'est celle de l'escalier qui est dans le trou. Mais en réalité, on ne va pas considérer les marches comme des surfaces de plancher.
on va enlever tout le vide de l'ascenseur en considérant que ça n'est pas de la surface de plancher des constructions, alors qu'on pourrait dire qu'on vit aussi dans nos escaliers, mais il ne compte pas. Tout ça pourquoi? Pour ne pas favoriser ou au contraire défavoriser les maisons en hauteur, la densification en hauteur, par rapport à une maison à plat. D'accord? Une maison à plat n'a pas de place d'ascenseur ou n'a pas de place d'escalier. Et donc, eh bien, on ne va pas défavoriser les maisons qui ont des escaliers par rapport aux maisons qui ont des escaliers, tout simplement. Autre surface qui est retirée de la surface du plancher des constructions, c'est les surfaces de stationnement de véhicules, mais aussi les rampes d'accès qui vont vers les places de parking. Donc on enlève tout ce qui est place de parking. Attention, toute place de parking pour tout type de véhicule. Ça veut dire que si vous avez un véhicule motorisé ou non, c'est-à-dire que si vous avez un vélo par exemple, eh bien les surfaces de parking à vélo ne compteront pas non plus dans les surfaces de plancher. Alors il y a d'autres exclusions qui sont applicables. Parmi les plus intéressantes, il y a celles qui concernent les immeubles collectifs. Pourquoi? Parce que si on veut densifier la ville, il faut favoriser les immeubles collectifs. Si on veut favoriser l'immeuble collectif et la hauteur en ville, un petit peu plus d'immeubles un peu plus grands, eh bien on va essayer d'enlever des éléments de la surface de plancher des constructions de manière à ce que celui qui construit puisse construire un petit peu plus. Alors, on va par exemple, dans un immeuble collectif, retirer de la surface de plancher toutes les caves et tous les celliers qui sont annexés à un appartement. Vous avez un appartement dans un immeuble, vous savez que vous avez une cave. On ne va pas la compter dans la surface de plancher. A l'inverse, dans une maison individuelle, on va compter la cave. Il faut dire que dans votre maison individuelle, aller à la cave, c'est facile. C'est une sorte d'étage en dessous en plus. Et on peut y faire, au fond, une chambre, une salle de répétition de musique ou ce qu'on veut. Dans un immeuble collectif, eh bien c'est beaucoup plus compliqué de descendre à la cave, ça ne deviendra pas une pièce de vie, et donc on considère qu'on va enlever les caves. Ensuite, on va aussi enlever tout ce qui est couloir collectif dans les immeubles. C'est-à-dire qu'on ne va compter que les couloirs à l'intérieur des appartements, mais pas les couloirs collectifs. La plupart du temps, on va se référer à un quota de 10% de surface de plancher dans les immeubles collectifs qui représentent en réalité les parties communes extérieures, c'est-à-dire les couloirs pour amener aux différents appartements. Là encore, l'idée est de ne pas défavoriser les immeubles collectifs et la densification par rapport aux maisons individuelles. Vous savez que les maisons individuelles, ça n'est pas de la ville dense. Aujourd'hui, on veut lutter contre ces lotissements de maisons individuelles. On préfère des petits immeubles. Mais si on veut des petits immeubles, eh bien, il faut favoriser la densification. Au global, ce qui est intéressant, c'est que cette réforme de 2012 a concrètement fait que la surface de plancher était plus réduite que la chaude. Pour un habitat identique, ça faisait moins de surface de plancher que de chaude. Entre 8 et 12% de moins. Quel est l'intérêt? Eh bien, quand le PLU vous autorise à construire un certain nombre de mètres carrés, si tout d'un coup le nouveau calcul fait que vous avez encore 8-10% de plus à construire, eh bien cette simple réforme a conduit à une densification des villes. Parce que tout d'un coup, des gens qui avaient construit tous leurs droits à construire se retrouvaient parfois avec 8 ou 12% de plus à construire. 8% de plus dans une maison, eh bien en fait, c'est une nouvelle pièce. Et tout d'un coup, comme par un coup de baguette magique, ce nouveau mode de calcul en passant de la chaune à la surface de plancher permettait à tout le monde d'avoir 10% de construction en plus. Cette surface de plancher de construction, elle était censée être simple, être un mode de calcul. Mais assez rapidement, le législateur a fait des bêtises en appelant surface de plancher des choses qui étaient dans des législations un peu à part. Il y a une surface de plancher spéciale qui continue encore aujourd'hui pour le droit fiscal. On va la retrouver à l'article L331-10 du Code de l'urbanisme pour fonder la taxe d'aménagement. Il y a une surface de plancher spéciale calculée de manière autonome. Vous voyez que là on perd la simplification tout d'un coup puisqu'on a d'un seul coup deux surfaces. Il y a même eu la même chose pendant un moment pour la surface de plancher qui comptait pour les architectes. L'architecte était requis au-delà de 170 mètres carrés. Mais comme en baissant de 10%, ça permettait aux architectes d'avoir moins de contrats, les architectes ont râlé. Et ils ont dit non, il nous faut une nouvelle surface de plancher qui ressemble à la chaune d'avant. Donc pendant un temps, on a maintenu à 170 mètres carrés l'obligation d'avoir un architecte, en calculant spécialement pour cela
une surface de plancher qui ressemblait à la chaune. Idiot. En 2016, enfin, le législateur a modifié cela et a dit il faut un architecte à partir de 150 mètres carrés, mais on calcule la surface de plancher exactement comme avant, exactement comme partout maintenant. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est l'architecte au-delà de 150 mètres carrés, obligatoire, mais on calcule la surface de plancher comme on la calcule normalement dans le code de l'urbanisme. Cette surface de plancher de construction ne doit pas être confondue, je l'évoquais tout à l'heure, avec la loi Carrez. La notion de surface habitable du droit de la construction, la loi Carrez qui compte pour les ventes, tout ça, ça n'est pas pareil, ce sont des modes de calcul encore différents. Le droit n'a pas été assez clair là-dessus, vous voyez qu'il y a plusieurs façons de calculer ce qui compte dans une maison. Bon, en droit de l'urbanisme, c'est la surface de plancher de construction, c'est ça qui compte. Cette surface de plancher de construction n'est cependant pas la seule référence pour accorder un permis, ou dans les PLU. Il y a une autre référence qui est aussi importante, qui s'appelle l'emprise au sol. Qu'est-ce que c'est que la notion de l'emprise au sol? L'emprise au sol, on va la trouver à l'article R420-1 du Code de l'urbanisme. R420-1 du Code de l'urbanisme. Cet article R420-1 définit l'emprise au sol comme la projection verticale du volume de la construction, tout débord et surplomb inclus. Un décret de 2014 est venu complexifier cette notion en ajoutant que les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toit lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire que on regarde le terrain comme si on était le 21 juin à midi, c'est-à-dire avec le soleil le plus droit possible à l'endroit de la maison. Et on voit l'ombre portée. Eh bien, l'ombre portée, c'est l'emprise au sol. Voilà. Quelle est la surface du terrain qui est pris, qui est comme si la maison fondait sur elle-même aussi, on pourrait dire ça. D'accord? Quelle est la surface de terrain qui représente la maison? Alors, au départ, cette idée est simple, mais vous voyez que la définition est complexifiée. La projection verticale du volume, c'est cette idée que la maison fond d'un seul coup. Mais tout débord et surplomb inclus, c'est-à-dire même tout ce qui dépasse. Et c'est là qu'en 2014, on a enlevé les choses, en disant c'est pas très juste, parce que ça dépend un peu de l'architecture du coin. Alors d'abord, on a enlevé tout ce qui est marquise et modénature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les modénatures, c'est les corniches, les moulures. Si on fait une corniche, une moulure, ça va faire un peu plus large, alors qu'en fait, on ne peut pas du tout vivre. Donc on enlève ça. Qu'est-ce que c'est qu'une marquise? Une marquise, vous savez, ce sont les verrières qu'il y a au-dessus de la porte. Juste pour protéger de la pluie quand on ouvre sa porte. Et bien cette marquise, elle aussi, doit être enlevée. Il y a des endroits en France où il y a des marquises, il y a des endroits où il n'y a pas de marquise. Eh bien on va dire simplement, on ne la compte nulle part en France. Et puis, on va aussi avoir le débord des toits qui va compter, sauf si ce débord n'est pas tenu par des piquets. C'est-à-dire que si le toit déborde comme ça au-dessus de la route ou au-dessus du jardin, eh bien, on ne va pas le compter, sauf s'il y a un piquet pour tenir ce débord de toit. En réalité, ce débord de toit tenu par des piquets, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de terrasse couverte. Donc, la terrasse couverte va compter puisqu'il y aura des piquets. En revanche, lorsque le toit déborde, eh bien, on ne va pas compter. Là encore, c'est pour prendre en compte les différences architecturales selon les régions. Il y a des régions dans lesquelles les toits vont dépasser. Et du coup, la pluie va couler sans toucher le mur, ce qui créerait l'humidité. Et puis d'autres régions où le toit ne va pas vraiment dépasser, très peu. Pourquoi? Parce qu'on a mis des gouttières et que donc l'eau de pluie va aller dans les gouttières et ne va pas non plus aller sur le mur. Donc, selon la forme de l'architecture du lieu, on va bien avoir des problèmes pour l'emprise au sol, pour calculer l'emprise au sol. Donc, en considérant cela, en 2014, eh bien, le législateur a retiré tout ce qui était débord sans poteau, tout ce qui était marquise, tout ce qui était modénature du calcul. Donc on a une projection verticale du bâtiment en dehors des petites spécificités régionales. Un élément qui va vous permettre de répondre à plein de questions de votre famille, est-ce qu'il me faut un permis ou pas, etc., va concerner les piscines. Si vous saviez le nombre de questions qu'on a, ah mais tu fais du droit, est-ce qu'il me faut un permis pour ma piscine? Voilà.
Donc, pour les piscines, eh bien, normalement, vous le comprenez bien, la piscine ne rentre pas dans la surface de plancher. Il n'y a pas de surface de plancher dans la piscine, ça n'est pas un élément vivable de la maison, donc dans la surface de plancher, la piscine ne compte pas. Alors comment contrôler les piscines? Eh bien précisément, alors sauf les piscines hors sol ou les piscines sous abri, où il y a un abri d'1,80 m, hein, si vous mettez une verrière de plus d'1,80 m de haut, eh bien là vous aurez un bâtiment de plus d'1,80 m. Donc là on aura de la surface de plancher. C'est un peu paradoxal, mais c'est ça qui compte. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des verrières au-dessus des piscines sont assez petites, ne font pas 1,80 m ou font pile 1,79 m, de manière à ne pas devenir de la surface de plancher. Alors comment contrôler ces piscines lorsqu'on veut les interdire ou les réglementer dans un PLU? Eh bien on va justement prendre en compte l'emprise au sol. La piscine, elle n'est pas vraiment une surface de plancher, parce que ce n'est pas une pièce à vivre, mais elle crée une emprise au sol, elle a une emprise au sol. Eh bien, selon leur taille, on va compter l'emprise au sol pour la piscine. On le verra lorsqu'on va voir les permis de construire. Donc, pour simplifier, là où au départ, il s'agissait de regarder la surface que prenait le bâtiment comme si on voyait d'avion, hein, comme si on voyait sur Google Earth, en disant voilà ça prend ça sur le terrain, et bien maintenant il faut retirer quelques mètres carrés de modénature, de tout ça, pour savoir ce qu'est l'emprise au sol. Donc, surface de plancher des constructions et emprise au sol sont deux modes de calcul de ce qu'on a le droit de construire et qui sera dans les règlements des PLU. Petit e, la densité des constructions, l'ancien coefficient d'occupation des sols, l'ancien COS, et les modalités de contrôle actuelles de la densité. Mettez simplement, petit e, la densité des constructions, COS, C-O-S, et CES, coefficient d'emprise au sol. Coefficient d'occupation du sol, coefficient d'emprise au sol, je vais vous expliquer ça. Pourquoi est-ce qu'il faut contrôler la densité? Pourquoi est-ce qu'on a voulu contrôler la densité? Eh bien tout simplement parce que c'est un élément majeur de l'effet de la ville. Quand la densité est faible, on aura des maisons avec des jardins. Quand la densité est forte, on pourra avoir des immeubles, voire des tours. Donc, dès les premiers textes de droit d'urbanisme, on va avoir cette volonté de contrôler la densité des constructions. Aujourd'hui, le simple fait d'avoir une densité, forte ou faible, est un moyen simple et efficace d'influencer l'aspect de la ville et même les besoins en réseau. Vous comprenez que si on a une ville très dense, les réseaux devront être très gros. Si on a au contraire une ville pas très dense, eh bien on aura des réseaux longs, mais pas forcément très importants en volume de données pour les réseaux de données, d'électricité etc. Donc, en 2014, on a eu une grande révolution symbolique. Cette grande révolution symbolique, ce grand choc psychologique, quel a été-il? Il a été la suppression du COS, du coefficient d'occupation des sols. Pas seulement pour l'avenir, en disant on ne pourra plus mettre en place de coefficient d'occupation des sols, mais en disant tout d'un coup, là encore par un coup de baguette magique de la loi Allure, eh bien l'ensemble des COS de tous les PLU de France disparaissaient d'un seul coup. Qu'est-ce que c'était que ce COS? Le COS, c'est le rapport entre le nombre de mètres carrés qu'on peut construire et le nombre de mètres carrés du terrain. Une chose assez simple. Si le COS est de 1, on peut construire sur un terrain de 200 mètres carrés, 200 mètres carrés de surface de plancher de maison. Si le COS est de 3, sur un terrain de 100 mètres carrés, on va pouvoir construire 300 mètres carrés. Si vous vous rendez compte que si le COS est de 3, ça veut dire qu'en réalité, on aura le plus souvent un immeuble de 3, voire 4 ou 5 étages si on fait un petit jardin quand même. A l'inverse, si le COS est de 0,3, eh bien, sur un terrain de 100 mètres carrés, on ne pourra construire que 33 mètres carrés. 33,33. Cela veut dire que pour construire une maison de 100 mètres carrés, il faudra 300 mètres carrés de terrain. Vous voyez que le simple fait de dire un COS est de 0,33 oblige le quartier à avoir la forme de quoi? La forme d'un lotissement, d'un ensemble de terrains avec des maisons au milieu. Vous voyez que ce seul chiffre-là, ce seul coefficient d'occupation des sols était extrêmement efficace. Alors, pourquoi le supprimer d'un coup? Eh bien, parce qu'il était la première contrainte à la
densification. Et la loi Allure, c'est celle qui dit aujourd'hui, il faut une ville compacte, il faut des villes plus denses. Et comme ces villes doivent être plus denses, eh bien tout d'un coup, je vais supprimer tous les coefficients d'occupation du sol. Ça a d'ailleurs conduit à pas mal de constructions. Plein de gens qui ne pouvaient plus construire sur leur grand terrain se sont mis tout d'un coup à pouvoir construire beaucoup. Alors, malgré tout, après ce choc psychologique, les villes n'ont pas perdu l'idée de contrôler la densité. Avec, malgré tout, un changement de paradigme, un changement de vision des choses. Les villes, après loi Allure, ont bien pris conscience qu'il fallait permettre de la densification. Donc, on a réintroduit dans le code des possibilités de contrôler la densification, mais avec, dans l'esprit des villes, l'idée qu'on ne va pas en abuser, qu'on ne va pas se servir de ça tout le temps. Ce contrôle de la densification des villes aujourd'hui se fait principalement par ce qu'on a appelé le coefficient d'emprise au sol, le CES. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est l'idée que on va prendre cette emprise au sol, que nous venons de définir, cette vision du haut, comme si l'immeuble fondait, et puis on va dire, cette surface-là, je vais la mettre en rapport avec le nombre de mètres carrés de terrain. Donc si par exemple de la même manière, on va dire qu'on va avoir un coefficient d'emprise au sol de 1, ça veut dire qu'on a le droit de recouvrir l'intégralité du terrain par un immeuble. Si on a un coefficient d'emprise au sol de 0,5, c'est-à-dire que le bâtiment ne pourra être que la moitié du terrain précisé par le PLU. D'accord? Donc on a quand même aujourd'hui des coefficients d'emprise au sol qui permettent d'assurer une plus grande densité. Notamment, je vous avais dit qu'il y avait parfois une augmentation de la densité autour des lignes de transport en commun. Eh bien, on peut mettre des coefficients d'emprise au sol forts de manière à pousser à ce qu'il y ait plus de densité dans les zones du PLU autour des transports en commun. Cette référence, par exemple, au coefficient d'emprise au sol, on va le trouver à l'article R151-39 du Code de l'urbanisme, qui met des règles maximales d'emprise au sol. Voilà, comme ça. Par ailleurs, on trouve aussi certains textes qui vont obliger à avoir une certaine forme de densité. Alors, ces textes, je vais vous en citer quatre raisons pour lesquelles on va avoir une plus grande densité. La première, c'est la densité minimale autour des transports collectifs, je vous l'ai dit, une sorte de COS inversé, puisque le COS était plutôt fait pour permettre à avoir des jardins, la plupart du temps c'est comme ça qu'on l'utilisait, alors que là, à l'inverse, on va avoir une obligation d'imposer des densités minimales, c'est-à-dire d'imposer à ce qu'il y ait des immeubles collectifs, le plus de gens possible qui habitent le long des lignes de transport en commun, de manière à ce que les gens utilisent moins les voitures en ville. Deuxième hypothèse dans laquelle on va avoir un contrôle de la densité, c'est la maîtrise du projet urbain dans les ZAC. L'article L151-27 prévoit quand on fait une zone d'aménagement, chose que vous ferez plutôt en Master 2. Lorsqu'on fait une zone d'aménagement, eh bien celui qui met en place la zone d'aménagement peut prévoir une répartition de la densité selon des îlots au sein de la zone d'aménagement. Donc on va prévoir d'ores et déjà que à certains endroits de cette nouvelle zone qu'on va construire ou de cette zone qu'on va réhabiliter, par exemple une zone industrielle qu'on va transformer en zone avec plusieurs activités, du logement, des nouvelles activités économiques, des nouveaux vendeurs, etc. Eh bien, ils vont dire, voilà, là où on va loger les gens, par exemple, on va faire une forte densité, on va plutôt mettre des immeubles, mais là où on aura, par exemple, un parc, on va mettre une densité très faible. Voilà. Et donc, on pourra répartir des îlots au sein d'une zone de ce type-là. Troisième usage, qui a été très puissant, c'est une augmentation de la densité pour la politique sociale de l'habitat. L'article L151-28, à plusieurs reprises, il y a des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'article L151-28 va permettre, pour la construction de logements à usage d'habitation, vous savez qu'on manque d'habitat en France, et donc cet article a prévu que l'on peut augmenter de 20% les règles de gabarit, c'est-à-dire la hauteur des immeubles, la surface de plancher et tout ça, pour construire des logements. Quand on construit des logements, le poste met des limites, on peut les augmenter de 20% juste pour construire des logements. Plus encore, lorsqu'il s'agit de logements sociaux, ces règles de gabarit et de hauteur ou d'emprise au sol peuvent être augmentées de 50%. Et si c'est un logement intermédiaire,
au sens du code de la construction d'habitation, c'est-à-dire pas vraiment social, mais pas complètement ouvert sur le marché, on pourra augmenter de 30%. Donc, chose fou, on va pouvoir augmenter de 20% rien que pour construire des logements. 30% si c'est un logement intermédiaire et 50% de plus si c'est de l'habitat social. Vous voyez que ces règles de construction maximale, minimale qui sont mises dans le PLU, parfois on les fait exploser dans un but là de logement qui est extrêmement important parce que ça manque aujourd'hui. Puisque ça a beaucoup marché pour le logement social, eh bien le droit de l'urbanisme a aussi fait cela pour des raisons environnementales. Et notamment aujourd'hui, l'article L151-28 va aussi, dans un petit 3, donc le même article, dans un petit 3, va prévoir que toutes les constructions qui sont exemplaires en matière de performance énergétique, celles qui ont beaucoup d'isolation, celles qui ont du chauffage qui ne coûte pas cher, voire qui n'ont pas de chauffage du tout, et avec de la bonne isolation c'est possible, eh bien peuvent augmenter leur taille, leur gabarit, jusqu'à 30%. Peuvent augmenter leur gabarit jusqu'à 30%. Vous vous rendez compte? Donc, on va utiliser la densité dans des buts de politique urbanistique, de politique de logement, pour la construction de logement ou pour du logement vert. C'est sur ces éléments que nous finissons notre petit E sur la densité des constructions, le COS ancien et le CES, coefficient d'emprise au sol, aujourd'hui. Passons à un petit F, les dérogations au plan local d'urbanisme et les adaptations mineures. Petit f, les dérogations au plan local d'urbanisme et les adaptations mineures. Les dérogations est une souplesse qu'on a assez rapidement insérée dans un droit de l'urbanisme qui devenait très strict. Vous savez qu'il y a un rapport de conformité entre le règlement du PLU et la construction elle-même. Cela veut dire que lorsque le règlement du PLU met que la construction ne doit pas faire plus de 22 mètres, on n'a pas le droit de construire à 22 mètres,1. D'accord? Même ces 10 cm rajoutés, ou même ce centimètre rajouté, rendent le permis non conforme au PLU. Alors, ça paraissait un petit peu strict comme règle. Et de manière à assurer de la souplesse, eh bien, depuis 1976, le droit de l'urbanisme a préféré encadrer cette souplesse pour ne pas porter atteinte à la crédibilité du droit de l'urbanisme. Comment? Eh bien, on va réglementer ce qu'on va appeler les adaptations mineures et de manière encore plus forte avec un principe d'interdiction pour ce qu'on va appeler les dérogations. On peut voir les adaptations mineures et les dérogations. Donc, la règle va malgré tout être un principe d'interdiction des dérogations et d'adaptations mineures. Le principe est celui-là. Comme tout bon principe, il va y avoir des exceptions, c'est ce qui va nous intéresser. Mais le principe, c'est l'interdiction et des dérogations et des adaptations mineures, même des petites dérogations, c'est comme ça qu'il faut les comprendre. Les articles qui réglementent ceci sont les articles L152-3 à L152-6 du Code de l'urbanisme. L152-3 à 6 du Code de l'urbanisme. Donc la règle de l'interdiction est maintenue, sauf les exceptions adaptations mineures qui sont autorisées à l'article L152-3 du Code de l'urbanisme. Qu'est-ce que c'est que ces adaptations mineures? Eh bien, elles doivent être d'interprétation stricte, mais elles ont deux critères. Elles doivent être mineures et elles doivent être rendues nécessaires par la nature des sols ou la configuration des parcelles. Moi-même, je me trompe parcelle, vous voyez. D'abord, l'adaptation mineure doit être mineure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va, en général, si on voit l'ensemble des jurisprudences, accepter une adaptation qui ne doit pas dépasser 5%. Il y a de nombreuses jurisprudences dont je ne vais pas vous abreuver. Certaines poussent parfois jusqu'à 8% d'adaptation, mais il faut bien se dire qu'une adaptation mineure, c'est moins de 5%. Ça veut dire que si vous pouviez construire 5 mètres, eh bien si vous faites 5 mètres 25, on va considérer que c'est mineur. D'accord? Ça, c'est le premier critère, l'adaptation doit être mineure. Cela étant, on ne peut pas le faire tout le temps.
l'adaptation mineure, on ne peut le faire que quand elle est, c'est le deuxième critère, rendue nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire rendu nécessaire? Ça ne doit pas être une mesure de confort. Il y a 3 critères à la nécessité. Soit c'est la nature des sols qui conduit cela. Par exemple, un sol très en pente. Bon, si on veut pouvoir un étage qui donne de l'autre côté, côté haut, eh bien parfois il faut un peu augmenter la maison côté bas. Et donc à ce moment-là, on va considérer que les 25 cm se reportent de l'autre côté et que c'est une adaptation mineure justifiée par la nature des sols. Deuxième chose, c'est la configuration des parcelles. Parfois, vous avez des parcelles, vous avez acheté un terrain qui est plus rond, qui n'est pas carré, qui a un trou, eh bien, parfois, il faut adapter à la configuration de la parcelle. Eh bien, dans ce cas-là, on peut accepter qu'on fasse une adaptation, mais mineure. Et puis, troisième élément, c'est le caractère des constructions avoisinantes. Si la situation avant était beaucoup moins réglementée et que les vieilles maisons autour de vous font toutes 5,25 m, mais qu'aujourd'hui le PLU dit 5 mètres, on va considérer que pour que votre maison s'insère bien au milieu des autres maisons, eh bien, si vous rajoutez les 25 cm, on est dans l'adaptation mineure et que, par conséquent, pour s'insérer avec les constructions avoisinantes, on va vous autoriser cette adaptation mineure. Ces 3 critères du caractère rendu nécessaire, rendu nécessaire par la nature des sols, par la configuration des parcelles ou par le caractère des constructions avoisinantes, ces 3 critères sont d'interprétation stricte. On ne peut pas dire l'intérêt général veut que, ça a été invoqué une fois, ou même plusieurs fois, où l'adaptation était justifiée par l'intérêt général. Le Conseil d'État a toujours dit non, 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 non. On doit se référer à l'une des 3 critères du rendu nécessaire de l'article. Pour un refus de la référence à l'intérêt général, un arrêt du Conseil d'État du 29 juillet 1983, Madame Hébert, H-E-B-E-R-T, Conseil d'État, 29 juillet 83, Madame Hébert, H-E-B-E-R-T, numéro 356-665. Alors, attention, non seulement elles doivent être mineures, non seulement elles doivent être rendues nécessaires, mais en plus de ça, elles doivent être motivées. Et une adaptation mineure qui ne serait pas motivée, serait rendue déclarée illégale par le juge administratif, y compris d'ailleurs suspendu. En référé suspension, on pourrait facilement suspendre en référé suspension un permis qui aurait bénéficié d'une adaptation mineure alors que ça n'est pas justifié. À ces adaptations mineures, il faut aussi ajouter les cas de dérogation. Les cas de dérogation vont être beaucoup plus rares et surtout elles vont devoir être justifiées par une politique plus large. Et là on va retrouver des choses classiques aujourd'hui, c'est la politique en faveur du logement et les politiques en faveur de l'environnement. Pour le logement, pour l'environnement, il y aura des dérogations. Ces dérogations, on va les retrouver dans 3 différents articles, L152.4, L152.5 et L152.6. Je vais vous faire grosso modo un résumé des 3 articles. Dans l'article L152.4, il s'agit des dérogations générales au permis de construire. On va par exemple autoriser la reconstruction d'un bâtiment après une catastrophe naturelle. Voilà, le bâtiment serait aujourd'hui illégal, on ne pourrait pas le construire, mais s'il a été détruit à cause d'une catastrophe naturelle, on peut le reconstruire, sauf si bien sûr il est dans le lit d'une rivière et qu'il n'aurait pas dû être construit parce que ce serait trop dangereux pour lui. C'est aussi le cas des restaurations d'immeubles protégés par les monuments historiques. Si elles ont été détruites par un tremblement de terre, ces constructions, eh bien, on peut les reconstruire. C'est aussi le cas de tout ce qu'on va modifier pour l'accessibilité aux personnes handicapées. On va pouvoir ne pas respecter le PLU, y déroger, parce que si on applique le PLU, on ne peut pas adapter aux handicapés. D'accord ? Donc voilà, ça ce sont des dérogations générales au permis de construire, fondées sur ces 3 moyens. Deuxième dérogation, c'est les dérogations touchant aux règles de densité. C'est l'article L152.5. On va par exemple autoriser des dérogations pour l'isolation face au rayonnement solaire ou face donc des murs, ou les isolations des toitures des constructions existantes. Si c'est pour isoler, on peut déroger. C'est ça que ça veut dire. Troisième élément, les dérogations en faveur du logement dans un but de mixité sociale, c'est l'article L152.6. On va avoir des dérogations au PLU dans des zones de tension.
Aujourd'hui, il y a des villes qu'on va considérer comme des zones de tension, des villes avec plus de 50 000 habitants notamment, sur lesquelles il y a des taxes sur les logements vacants, ou des villes de plus de 15 000 habitants qui ont des grandes croissances démographiques, et dont on encadre les loyers. Bref, quand on a pris des mesures pour encadrer des loyers ou des taxes sur le logement vacant, parce que justement il y a des besoins de logement et qu'on veut pousser les gens à les louer, eh bien dans ces villes-là, on pourra avoir des dérogations possibles. Quelles dérogations? Dans cet article L152.6, des dérogations au gabarit, on va pouvoir construire plus grand, des dérogations aux règles de densité, des dérogations pour transformer un immeuble affecté à des bureaux en immeuble de logement, ou des dérogations pour surélever des logements existants. D'accord? Donc vous voyez un ensemble de dérogations qui vont permettre de développer le logement dans des communes qui sont reconnues comme des communes qui ont des problèmes de densité assez forts. C'est sur ce point que nous finissons notre petit 4 sur le règlement du PLU. Passons maintenant plus rapidement, heureusement, mais le règlement est le grand document du PLU, vous l'avez compris, passons plus rapidement à un petit 5 sur les annexes. Petit 5, les annexes. Le PLU est un document qui doit un petit peu concentrer, pour une question de lisibilité pour les citoyens, qui doit concentrer un petit peu le droit au-dessus et un ensemble de législations. Il faut faciliter l'accès aux citoyens à un document cohérent où il va trouver un maximum de règles lui permettant de savoir s'il peut ou pas enclencher les travaux qu'il a envie de faire sur son terrain ou chez lui. Donc on va avoir une volonté dans les annexes d'inclure un certain nombre d'éléments, de documents, pour aider le citoyen à se retrouver dans les règles de l'indépendance des législations. Et au fond, les annexes servent à lutter contre les défauts de l'indépendance des législations. Alors, ces annexes vont être constituées d'une liste de documents que l'on va retrouver à l'article R151-51 du Code de l'urbanisme. Ça va notamment regrouper l'ensemble des servitudes d'utilité publique, et souvenez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit? Les servitudes d'utilité publique, c'est pas seulement les servitudes d'urbanisme, ce sont les servitudes qui vont être des contraintes publiques à la construction, mais qui ne seront pas issues du Code de l'urbanisme, mais d'autres législations. On va retrouver, je vous dis pêle-mêle, issu de cet article L151-51, un ensemble de législations qu'on va retrouver dans les annexes. Les servitudes portant sur le patrimoine naturel, les forêts, les eaux, les réserves, les parcs naturels, les zones agricoles protégées par exemple, le patrimoine culturel, est-ce qu'il y a un monument historique, est-ce qu'il y a un site, est-ce qu'il y a un patrimoine sportif, ça existe aussi, la sécurité publique, est-ce qu'il y a des zones de défense nationale, est-ce qu'il y a des préventions des risques, voilà. Les règles sur les énergies, les canalisations, les mines, les carrières. On va aussi avoir des règles issues du Code des télécommunications. Bref, vous le voyez, l'ensemble de ces législations extérieures au droit de l'urbanisme vont être incluses dans les annexes du PLU. Vous le savez, il y a une forte accessibilité à ces annexes, puisque ces annexes du PLU, on va les retrouver dans le PLU, sur le géoportail de l'urbanisme. Donc, en mettant dans les annexes ces textes externes, on va permettre aux gens d'avoir un accès facilité par Internet, par l'intérieur de l'urbanisme, à l'ensemble des textes applicables, ou à une très grande partie des textes applicables à leur terrain. L'article R151-52 regroupe aussi 14 périmètres, secteurs ou zones qui vont devoir être précisés dans ces annexes. On va avoir, je vous l'ai dit là encore pêle-mêle, mais ce sont des secteurs importants des documents qu'on a vus qui vont être dans les annexes, les ZAC, les secteurs sauvegardés, les zones de préemption urbain, les plans d'exposition de bruit des aéroports, les zones dans lesquelles il faut un permis de démolir, les schémas d'aménagement de plage, les secteurs dans lesquels il y a des projets urbains partenariaux, des choses qu'on ne peut pas avoir tout vu, tout ça, mais il y a dans les annexes ces différents types de documents. L'article L151-53
lui, renvoie plus précisément à des législations extérieures. On va avoir notamment les interdictions, réglementations des essences forestières, les périmètres miniers, les plans d'exposition au plomb, les plans de prévention aux risques naturels prévisibles qui sont opposables, les PPRNP, etc. Bref, vous voyez un ensemble de documents, c'est ça qui est intéressant à avoir en tête. Je vous ai cité les articles, vous donnez une petite idée des documents en question, mais n'empêche qu'avec tous ces documents, on va lutter contre les défauts de l'indépendance des législations. Je vous propose maintenant de passer à un grand C que nous allons faire le plus rapidement possible sur l'élaboration des PLU. Grand C, l'élaboration des PLU. Je ne vais pas vous faire l'ensemble de la procédure du PLU et je vais mettre de côté les modifications du PLU qui sont un peu fastidieuses. Je vais d'abord vous donner quelques éléments globaux sur cette procédure d'élaboration et puis ensuite nous allons faire les différentes étapes de manière très rapide comme nous l'avons fait pour le SCOT. D'abord, petit 1, les documents que le PLU doit respecter. Petit 1, les documents que le PLU doit respecter. Vous le savez, le PLU s'insère dans une hiérarchie des normes d'urbanisme. Eh bien, un certain nombre de textes vont lister les normes que doit respecter le PLU de manière à simplifier la vie de ceux qui vont l'écrire et de manière à ce que chacun puisse, au fond, essayer de voir si, oui ou non, ce PLU s'insère bien dans la cohérence des normes d'urbanisme. Celui qui écrit le PLU, il a déjà le porté à connaissance, mais celui qui veut faire un recours contre le PLU, eh bien, peut se référer au code pour savoir toutes les normes qu'il doit respecter, soit dans un rapport de conformité, soit dans un rapport de compatibilité. D'abord, l'article L151.1 rappelle, de manière un peu redondante avec l'article L101.1, que le PLU doit respecter les principes du droit de l'urbanisme, principes qu'on retrouve aux articles L101.1 à L101.3, vous le savez, du code, nous les avons vus. Ensuite, d'autres articles vont préciser quels sont les documents avec lesquels le PLU doit être compatible et quels sont les documents que le PLU doit prendre en compte. Les documents avec lesquels doit être compatible le PLU sont au nombre de 5. Le SCOT, en réalité, on va surtout avoir la compatibilité avec le DOO du SCOT, du schéma de cohérence territoriale. On va aussi avoir le schéma de mise en valeur de la mer, le plan de mobilité et les programmes de locaux de l'habitat. Les PLU doivent être compatibles avec ces documents. Ces documents, on va les avoir à l'article L131.4 du Code de l'urbanisme. L'article L131.5 du Code de l'urbanisme va nous préciser les deux documents que le PLU doit prendre en compte. C'est le plan climat-air-énergie du Code de l'environnement et puis les plans locaux de mobilité en Île-de-France. En l'absence de SCOT, ce PLU va devoir aussi être compatible avec quasiment l'ensemble des documents auxquels un SCOT doit lui-même être compatible. Pour le dire autrement, soit le PLU a un SCOT et au fond, le simple fait qu'il soit compatible avec le SCOT le rend de fait compatible avec les documents du dessus, sauf le cas de la loi littorale comme nous l'avons vu, mais à l'inverse, quand il n'y a pas de SCOT, qu'il n'y a que le PLU, eh bien non seulement le PLU doit respecter les documents que nous venons de voir, L131.4 et L131.5 du Code de l'urbanisme, mais en plus de ça, il doit respecter l'ensemble des documents que le SCOT lui-même devrait respecter s'il existait, qui sont, on l'a déjà vu aussi, à l'article L131.7 du Code de l'urbanisme. Alors on va dedans avoir le SRADET, les SDRIF, les SAR, les PADD, les orientations fondamentales des SAGE, etc., que nous avons vus rapidement. Comment fait-on pour approuver un PLU? La procédure pour le PLU est assez complexe, elle est constituée d'une série d'étapes de manière assez classique. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que cela correspond encore une fois à un modèle. On a déjà parlé des points communs des plans d'urbanisme, et notamment tout ce qui était participation des acteurs institutionnels, publics ou privés, participation du public, évaluation environnementale, eh bien on va retrouver ça. C'est pour ça que je vais me contenter en réalité de ne vous donner que les 6 étapes qui correspondent à l'approbation
d'un PLU, un peu comme on a vu simplement rapidement les différentes étapes pour le SCOT. Donc, les bases textuelles d'abord, je vais vous les donner avant de commencer les étapes, les bases textuelles de ces PLU se trouvent depuis la recodification du premier titre aux articles L 153.11 à 26, L 153.11 à 26 et R 153.2 à 10. R 153.2 à 10. Ces articles L 153.11 à 26 et R 153.2 à 10 déterminent 6 étapes que je vais vous donner. D'abord, première étape, le PLU est prescrit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est prescrit? Cette prescription du PLU, c'est un vote de l'Assemblée délibérante, de la commune quand c'est un PLU, de l'EPCI quand c'est un PLUI. Cette délibération va fixer les modalités de la concertation avec la population en application de l'article L103.3. C'est la concertation habituelle telle qu'on l'a vu au début de ce cours. Et puis, on va déterminer les objectifs poursuivis dans cette délibération par le PLU. Dès cette phase, attention, l'État est associé de la même manière que les régions, les départements, les autres autorités organisatrices de la mobilité, les EPCI compétents en matière d'habitat, toutes les personnes publiques qui sont associées le sont dès cette étape. Quel est l'effet de la prescription? Que se passe-t-il après avoir prescrit le PLU? Quel est l'effet de cette délibération? Eh bien, l'effet de cette délibération, c'est la possibilité pour l'autorité administrative de surseoir à statuer sur toutes les demandes d'autorisation qui compromettraient ou rendraient plus onéreuse l'exécution du futur PLU. Dès qu'on prescrit le PLU, qu'on sait qu'on va le faire, eh bien, la personne publique peut suspendre à toutes les demandes de permis. Elle dit, on a un PLU prescrit, je ne réponds pas parce que possiblement votre demande de permis peut rendre plus onéreuse ou gêner, compromettre l'exécution du futur PLU. Cette suspension peut durer 2 ans et même être renouvelée si l'administration trouve un différent motif pour ressursoir à statuer. Deuxième étape, c'est l'instruction du PLU. Le projet de PLU doit ensuite être concrètement élaboré. Et la plupart du temps, que vont faire les communes? Les grosses vont passer un marché public avec une agence d'urbanisme qui va les aider à écrire. Les petites communes vont avoir une relation avec la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, c'est-à-dire un service déconcentré de l'État dans la région. En fait, c'est l'État qui va aider les petites communes à écrire leur PLU. Que se passe-t-il? Il y a des groupes de travail entre les services de la commune, les élus de la commune, et puis ces agences d'urbanisme ou ces services de la DREAL. Et ces groupes de travail vont commencer à travailler sur instruire le PLU, voir quelles zones on pourra faire, voir quelle est la politique qu'ils ont envie de mener. Troisième étape, qu'est-ce que c'est? C'est le débat sur les orientations du PADD. La loi SRU, comme on l'a vu dans le cadre du SCOT, eh bien, la loi SRU prévoit un débat de l'organe délibérant, c'est-à-dire soit la commune, soit le PCI quand le PLU est un PLU intercommunal, sur les orientations du PAD, c'est-à-dire sur qu'est-ce qu'on veut faire dans notre commune, qu'est-ce que c'est que la vraie politique. Et comme on l'a vu aussi pour le SCOT, il va y avoir un délai. On va d'abord faire un débat, ce sont les élus dans leur ensemble, dans l'Assemblée, qui vont voter sur ce qu'on veut faire dans le PLU, et si ce qui a été voté est un peu différent du projet qui a été préparé, eh bien, il y aura 2 mois pour modifier ce projet. Avec ces délais de 2 mois, on oblige en réalité ceux qui travaillent sur le projet à bien prendre en compte les orientations générales prévues par l'Assemblée. Quatrième étape, sur 6, on a bientôt fini, du PLU, le PLU est arrêté. Le PLU est arrêté. Le projet de PLU est arrêté par un vote, là encore, de l'Assemblée délibérante, le plus souvent après une présentation du bilan de la concertation. Entre-temps, on aura fait une concertation, c'est l'article L153.14 et R153.3 du Code de l'urbanisme qui le prévoit, et là encore, on va avoir un document provisoire qui va être soumis à la concertation. Il va y avoir les personnes publiques associées à l'élaboration qui va aussi donner leur avis sur un projet qui va être déjà bien avancé. La 5e étape, quelle est-elle? C'est la phase d'enquête publique. Sur ce PLU arrêté, on va avoir une enquête publique. Je vous en ai déjà parlé là encore, notamment au début du cours sur les points communs des plans. Eh bien, ces phases d'enquête publique, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont permettre à des citoyens
de se rendre à la mairie où un commissaire enquêteur va être là et va leur présenter le PLU et noter leurs remarques sur ce qu'ils auront à dire. Cette enquête pour les PLU est une enquête qui est menée en application du Code de l'environnement, même si elle est prévue, avec renvoi aux articles L153 19 et 20 et R153 8 à 10 du Code de l'urbanisme. Il en ressort de cette enquête publique un rapport qui va comprendre un résumé de toutes les observations du public et des conclusions. Le commissaire enquêteur va pouvoir dire « je suis favorable au projet de PLU », favorable avec réserve ou défavorable. La plupart du temps, le commissaire enquêteur va dire qu'il est favorable, souvent avec quelques réserves. Et à ce moment-là, le projet de PLU va être modifié pour supprimer ces réserves, parce que ces réserves, ce seraient celles qui seraient soulevées devant le juge administratif pour demander l'annulation du PLU à la fin. Donc, pour prévenir les contentieux, eh bien, les réserves du commissaire enquêteur vont être prises en compte avec une modification nouvelle du PLU. C'est là qu'on arrive à notre 6e et dernière étape. Eh bien, le PLU est approuvé. Le PLU est approuvé, là encore, il y a une nouvelle discussion devant l'Assemblée délibérante, conseil municipal ou conseil de l'EPCI, selon que c'est un PLU ou un PLUI, avec un nouveau vote qui a pris en compte, avec un PLU qui aura pris en compte l'enquête publique. On va distinguer deux situations. Quand le PLU n'est pas couvert par un SCOT, le préfet a 1 mois pour notifier à l'EPCI les modifications qu'il estime nécessaires, et s'il n'y a pas de modification, eh bien le PLU vient exécutoire 1 mois après sa transmission au préfet. Et puis il est publié. Si le PLU est sur un territoire qui est couvert par un SCOT approuvé, alors, eh bien, dès que le PLU est transmis au préfet, il devient immédiatement exécutoire dans les conditions de droit commun des actes locaux. Approuvé et exécutoire, donc soit après les 3 mois s'il n'y a pas de SCOT, soit directement s'il y a un SCOT approuvé, approuvé et exécutoire, le PLU va enfin pouvoir fonder les autorisations ou les refus d'autorisation d'urbanisme en étant pleinement opposable. Vous le voyez, c'est sur ces mots de procédure que nous finissons non seulement le PLU, mais aussi toute notre première partie du cours qui concerne, après l'introduction, la planification urbanistique, et nous allons pouvoir passer à notre deuxième partie sur les autorisations d'urbanisme. Mais nous ferons ça plus tard.